Bien, bonsoir. Je voudrais, comme d'habitude, vous rappeler les prochaines étapes de ce séminaire. Et par conséquent, les prochaines étapes du séminaire tout court, puisque c'est le dernier séminaire. Pas le dernier séminaire en général, enfin, le dernier de mes séminaires. Alors, les dates, c'est donc le 30 mai, le 6 juin, le 17 octobre, le 12 décembre et le 16 janvier. Toujours dans ce lieu. Je peux déjà vous dire en quoi consistera le séminaire du 17 octobre. Donc, prévision. C'est un séminaire qui sera articulé sur le fait que de façon quasi simultanée, j'ai de mon côté produit des séminaires édités ou des livres portant largement sur Platon, et d'autre part un séminaire entier sur Nietzsche. Et que donc s'est trouvé ainsi réaliser un couplage un peu paradoxal de Platon et de Nietzsche, et que dans le même mouvement, Monique Dixot, sans doute la plus grande exégète platonicienne du moment, a elle aussi publié alors un livre qui couple directement Platon et Nietzsche, et voilà donc constitué une sorte de scène un peu paradoxale ou singulière, où deux approches tout à fait distinctes s'emparent néanmoins, sinon d'une proximité, du moins d'une dialectique entre Platon et Nietzsche, alors même que Nietzsche avait déclaré à un moment donné que le but qu'on devait se fixer, c'était que devait se fixer l'Europe. Le but que devait se fixer l'Europe, c'était d'en finir avec la maladie Platon. Alors il voulait en finir avec la maladie Platon, et puis le voilà, d'une certaine manière, repris obliquement, dans une espèce de voisinage particulier avec Platon. Et donc, le 17 octobre, la séance du séminaire du 17 octobre sera consacrée à une confrontation entre Monique Dixot et moi-même sur le thème Nietzsche et Platon, ou Platon et Nietzsche. Et arbitreront Dimitri Elmur de Paris 1, qui est platonicien, disciple de Monique Dixot d'un côté, et de l'autre, mon ami et grand disciple personnellement, Quentin Meillassoux. Donc nous aurons un quatuor philosophique tout à fait particulier, avec Monique Dixot, Dimitri Elmur, Quentin Meillassoux et moi-même, ici, à 20h, le 17 octobre. N'oubliez pas de réserver votre place. Par ailleurs, une autre annonce, lundi prochain, le lundi 18 avril, je vais intervenir dans le séminaire Lecture de Marx, sous-titré Les armes de la critique, séminaire qui existe depuis assez longtemps, depuis 7 ans, je pense, 6-7 ans. Et les amis qui animent ce séminaire m'ont demandé d'expliquer mon rapport au marxisme. Non sans un certain soupçon. Non pas sur la question de savoir si ce rapport existe, mais la nature exacte de ce rapport, dont évidemment un séminaire Lecture de Marx, les armes de la critique, se constitue comme les gardiens. Alors je vais aller expliquer devant ce tribunal difficile, je vais aller expliquer mon rapport au marxisme. Enfin, essayer d'expliquer mon rapport au marxisme. Rapport, à vrai dire, tout à fait important, tout à fait important. Même si il peut paraître quelquefois que ce n'est pas le cas. Mon collègue et adversaire et ami Tony Negri
a une fois, dans une grande circonstance publique, déclaré que j'essayais, on sentait bien que ça voulait dire sans y parvenir, d'être communiste sans être marxiste. Voilà. À quoi j'avais simplement répondu que ça valait en tout cas mieux que d'être marxiste sans être communiste. La discussion en est restée là. Donc elle sera reprise à d'autres frais lors de cette séance du lundi 18 avril, et c'est donc, je vous le précise, c'est à l'ENS, au 45 rue d'Ulm, et c'est dans la bonne vieille salle du SAN, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent de longue date. Et nous retrouverons donc la salle du SAN, 45 rue d'Ulm, lundi 18 avril, entre 18h et 20h. Voilà. Je tenais à vous indiquer tout cela. Alors aujourd'hui, ça va un peu être un entracte, enfin je dirais un entracte dans la procédure d'examen complexe et raffiné des critiques de la finitude. Ça va être une espèce de pause jusqu'à la prochaine fois où nous reprendrons le cœur de cette question, c'est-à-dire la question, comme vous savez, pour ceux qui ont déjà suivi ce cours, la question de ce que c'est que le recouvrement comme dispositif, à mon avis, fondamental à la fois de la propagande et de l'oppression. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de façon, comme vous le verrez, peut-être un peu indirecte, mais je voudrais quand même parler de ce qui se passe ici, quoi. De ce qui se passe ici, s'il se passe quelque chose, mais ce qui se passe ici, qui est décrit comme se passant ici, l'ensemble de la constellation constituée par les projets réactionnaires du gouvernement, l'opposition à ces projets, la cristallisation de cette opposition autour de la question de la réforme du Code du travail, et finalement l'apparition du mouvement Nuit debout, qui réédite, réinvente la pratique de l'occupation constante des places, de l'organisation dans cette occupation d'assemblée générale, d'un nouveau mode de fonctionnement, etc., etc. Alors, je voudrais parler de ça. Alors, en parler comment, hein? En parler comment? Bon, je ne veux pas en parler en tant que participant, à partir d'une expérience locale active, dans ce qui serait un compte-rendu de participation et d'enquête. Je ne veux pas non plus en parler comme témoin médiatique ou juge, des choses de ce genre. En vérité, je ne veux pas donner possiblement mon point de vue sur ce qui se passe là, mais je voudrais en parler à partir d'une question très définie, très précise. C'est-à-dire quel peut être le rapport entre ce type de mouvement localisé dans l'espace et dans le temps, ce type de mouvement de masse, c'est quand même le nom générique de ce type d'occurrence historique, et d'autre part l'idée ou le processus stratégique, lui, d'une transformation réelle des lois du monde, que ces lois soient économiques, sociales, politiques, étatiques. Autrement dit, quel est le diagramme de transformation dont quelque chose de cet ordre est porteur aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, et en quel sens, sur ce point précis, un épisode qui se présente comme événementiel et historique peut être aussi et en même temps un épisode ou une étape de la pensée elle-même, c'est-à-dire de la pensée du collectif, de son existence, de ses figures, et une sorte de possibilité de réinvention de ce qui se donne sous des noms variés, mouvements, politiques, et même transformation de la vie, etc.
Alors, on pourrait dire plus précisément, examiner la thèse selon laquelle ce genre de mouvement, et ce mouvement en particulier, quelles que soient ses incidentes quantitatives par ailleurs, est-ce qu'il porte, comme on le dit parfois, ou comme on le dit pour lui, ou comme il le dit, ou comme on le dit à sa place, une transformation de ce que c'est que l'action collective et la vie collective. Voilà. Alors, je voudrais faire une remarque préliminaire qui est une remarque de style ou de concept. Il y a une thèse qui circule, pas seulement à propos de ce mouvement, mais depuis longtemps, qui est que les mouvements de ce genre, parce que nous y reviendrons, c'est très important, des mouvements de ce genre datent maintenant de plusieurs années. On pourrait presque dire que la France vient en dernier. Hein. Certains disent que les mouvements de ce genre peuvent changer ou modifier de façon radicale notre idée du politique. Qu'il s'agit là, fondamentalement, d'une autre pratique de la politique, voire même d'une suppression de la politique, c'est-à-dire d'une pratique non politique de la politique, ou d'une pratique de la politique s'opposant à toutes les autres formes d'existence de la politique, quelque chose comme ça. Alors, je voudrais faire une remarque en passant, parce que ce n'est pas du tout mon sujet. On emploie quelquefois à ce propos l'expression « le politique », transformation du politique, autre vision du politique, etc. Et cette expression « le politique », c'est pour ça que je la mentionne, elle est très usitée dans cette discipline qu'on appelle la philosophie politique. On pourrait même dire que la philosophie politique, elle se définit comme la construction d'un concept du politique, examiné ensuite à la fois conceptuellement et empiriquement. Alors je voudrais dire tout net que cette expression « le politique » me semble vide de tout contenu, hein, et que je la réprouve. Voilà. Je la réprouve parce que ce qui existe, toujours, c'est la politique, et même, plus précisément, les politiques. Ce qui existe, ce qui se donne à penser, ce sont des politiques. Et je dirais, la politique, c'est l'espace du conflit des politiques. C'est pour ça que la politique, c'est un concept dialectique. Ce n'est jamais un concept simple. C'est l'espace du conflit des politiques. Et j'irais jusqu'à dire que quand il n'y a qu'une politique, c'est qu'il n'y en a aucune. Voilà. Quand il n'y a qu'une politique, c'est qu'on a seulement les affaires de l'État, la gestion, l'administration. Mais on n'a pas de politique à proprement parler en tant que détermination subjective. Alors, la conséquence de ça, mais vous voyez que ça fait partie du contexte de considération de ce qui se passe. Hein. Considération, c'est que dans le système parlementaire actuel, l'existence de plusieurs politiques est en réalité une fiction. Il n'y en a en réalité qu'une, ce qui a été déjà observé, la politique unique, particulièrement sensible depuis les années 80. Donc, il y a une fiction de pluralité politique. Quand les politiques se succèdent, elles font la même chose. Elles sont obligées de révéler leur essence propre, qui est qu'il n'y a qu'une politique, en réalité. Ce qui donne lieu à des lamentations sur la mort de la gauche, dont il faudrait démontrer qu'elle a été vivante, parce que c'est une condition pour mourir. Donc il n'y en a qu'une, et au fond, cette politique, on pourrait la définir, elle est subordonnée au couple du régime représentatif électoral d'un côté et du capitalisme libéral de l'autre. Et en réalité, elle gère ce couple. Elle gère ce couple, et nous le voyons bien depuis maintenant 20 ou 30 ans au moins,
elle le gère selon des normes absolument comparables, n'introduisant que des différences insignifiantes. Alors je propose d'appeler cela le capitalo-parlementarisme, pour rappeler au passage que c'est ça, c'est une construction de l'État dans la figure de la représentation parlementaire et électorale, régime représentatif, et du capitalisme libéral. En parenthèse, capitalisme libéral, c'est une redondance. La doctrine, la pratique et la pensée du capitalisme en tant que tel, c'est le libéralisme, bien évidemment. Le capitalisme libéral, pour ne rien dire de néolibéral. Ça, c'est très à la mode. Ça consiste à faire croire que comme c'est néolibéral, ça serait déjà pas mal que ça soit seulement libéral. Voilà. Mais le libéralisme d'aujourd'hui ne se différencie absolument en rien quant à ses doctrines, ses propositions, ses manières de faire, ses ennemis, etc., de la doctrine libérale formulée et déployée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le néolibéralisme n'est qu'un retour au libéralisme après une période un peu secouée, et secouée par quoi? Par l'existence du communisme, il faut dire les choses comme elles sont. Débarrassé de cette affaire, si je puis dire, le capitalisme a retrouvé son essence propre et sa doctrine propre, qui est le libéralisme. Et quant à l'unicité de la politique, elle est attestée par l'apparition d'un courant qui se désigne lui-même comme un socialisme libéral, ou un libéralisme social, permutable, qui ne fait qu'indiquer qu'en effet, de ce point de vue-là, il n'y a qu'une politique. Et alors, le fait qu'il n'y en a qu'une, le capitalo-parlementarisme, c'est-à-dire en un certain sens aucune, puisque la dialecticité de la chose a disparu, et que je soutiens que politique est un concept dialectique, donc un concept qui suppose qu'il y a un espace d'affrontement des politiques, constitué d'une manière ou d'une autre. Comme il n'y a que le capitalo-parlementarisme, cela revient à dire qu'il n'y a aucune politique à proprement parler, ce qu'un nombre grandissant de gens savent, au fond. Un nombre grandissant de gens aujourd'hui savent qu'à beaucoup d'égards, la politique est une fiction aujourd'hui. Et que quand on est appelé à voter pour les uns ou pour les autres, le geste politique est lui-même déjà annulé dans sa conception primitive. Et comme un nombre grandissant de gens le savent, ils sont convertis au scepticisme politique. Au scepticisme politique. Et je dirais, c'est une remarque comme ça empirique sur le mouvement en cours, mais sur les mouvements qui l'ont précédé, il y a des traces de ce scepticisme dans le mouvement actuel. C'est-à-dire que comme il se dresse contre la politique unique, il a tendance à pratiquer lui-même un scepticisme politique, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait en un certain sens abandonner la politique et faire autre chose qui n'aurait que indirectement ou peut-être même pas du tout le nom de politique. Alors, c'est pour ça qu'on voit apparaître des choses du genre, nous ne voulons pas faire de politique, pas même une nouvelle politique, mais nous voulons changer la vie. Nous voulons inventer de nouvelles formes de vie. Et je soutiens que cette déclinaison antipolitique est en réalité une conséquence et sous la loi de l'inexistence de la politique dans la forme du capitalo-parlementarisme. Et qu'elle ne s'y oppose qu'en monnayant, en un certain sens, la situation créée par ce monopole vide de politique que représente le capitalo-parlementarisme, en disant, oui, en effet, il faut, ce que nous faisons là, c'est une expérimentation qui ne mérite que très indirectement le nom de politique, qui est contre la politique unique, contre l'absence de politique, mais qui finalement entérine cette absence de politique en la remplaçant par d'autres mots d'ordre. Évidemment, c'est indécent de l'énoncer, notre vie vaut mieux que tout ça, ou changeons notre vie,
qu'on peut entendre très bien, notre vie en tout cas, vaut mieux que la politique sous toutes ses formes. Je ne dis pas que ce soit la conviction de tout le monde, mais je dis que ça flotte comme un symptôme. Alors la vérité qu'il faudrait rappeler, c'est que c'est d'abord le monde dominant actuel qui supprime la politique. Et non seulement le monde dominant actuel, mais que c'est aussi ce qu'ont fait les régimes socialistes établis du XXe siècle. Ils ont dépolitisé la situation. Ils l'ont dépolitisée exactement dans le même sens qu'aujourd'hui, à savoir en centrant toute chose sur le pouvoir d'État, en identifiant politique et gestion du pouvoir d'État, voire même en identifiant politique et gestion de l'économie. Ils avaient ça en commun, en réalité, une espèce de primat de la gestion économique sous la direction d'un État qui, finalement, considérait soit le développement économique, soit l'insertion dans le marché libéral comme les tâches fondamentales de son existence. Si bien que la position antagonique réelle, aujourd'hui, la vraie révolte, me semble-t-il, ce n'est pas, bien que je comprenne la raison, de dire plus de politique, on ne nous parle plus de politique, notre tâche est autre, mais ce serait de pouvoir dire exactement le contraire. Enfin une politique, enfin une vraie politique, enfin un espace reconstitué d'antagonisme des politiques, complètement asphyxié et annulé par le capitalo-parlementarisme. C'est-à-dire une politique qui pourra recréer le monde réel du combat. C'est-à-dire non pas une absence de politique contre une absence de politique. Une absence de politique du côté de l'exercice de la vie contre une absence de politique du côté de l'exercice du pouvoir économique. Je pense qu'il ne faut pas s'installer dans cette contradiction. Il faut restituer le monde réel du combat, c'est-à-dire la politique contre l'État. Ce qui veut dire aussi, finalement, politique contre politique. Parce que la politique étatique, si elle est attaquée, devra se défendre. Et donc elle devra proposer elle-même une subjectivation politique de son existence, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui parce qu'elle est consensuelle. Alors, ce qui est vrai, de toute façon, c'est qu'un mouvement, c'est vrai qu'il n'est pas par lui-même une politique. Un mouvement, quelque chose qui commence, qui finit, qui peut éventuellement avoir des mots d'ordre, mais l'espace de la politique, il n'en est qu'un moment historique. Il appartient à l'histoire. C'est un moment historique. J'ajoute que sans de tels moments historiques, une rénovation ou une recréation de la politique est certainement impossible. Donc c'est vrai que l'inscription des politiques dans l'histoire suppose un principe de mouvement collectif. Ceci dit, tout ce qui est historique n'est pas politique. Et il peut y avoir un moment historique significatif et important. J'en ai même nommé certains comme désignant un réveil de l'histoire. Le réveil de l'histoire, c'est une catégorie de ce qui se passe historiquement comme précondition possible de la politique, mais qui ne constitue pas par soi-même une politique. On peut même dire aujourd'hui, et ça c'est un terme de bilan auquel je tiens, qu'il est indubitable que ce qui est historique peut échouer par manque de politique. Alors nous avons de ça des exemples très proches et des exemples plus lointains. L'exemple proche, c'est tout de même la question des occupations de place. Les occupations de place, c'est quelque chose qui a plusieurs années dans le monde entier. Il y en a eu en Égypte, en Tunisie, il y en a eu en Espagne, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Grèce, il y en a eu de très importants aussi à Hong Kong. Et
dans tous les cas, nous avons vraiment une espèce de forme spécifique. Il y en a eu aussi de très importants en Turquie. Donc c'est un phénomène un peu mondial, qui est la prise de possession de l'espace urbain, du centre de l'espace urbain, par des mouvements dont la configuration interne est variable. Dans certains dominent absolument la jeunesse, et plus singulièrement la jeunesse étudiante ou scolarisée. Dans d'autres, au contraire, il y a une mixité sociale beaucoup plus grande, beaucoup plus constituée, comme ça a été le cas, par exemple, en Égypte. Et donc, nous savons, en un certain sens, que quelque chose comme ce type de mouvement d'occupation des places d'un certain nombre de grandes villes sur une période prolongée, avec une organisation de la vie collective, de l'occupation, etc., c'est un phénomène de ces dernières années, et c'est un phénomène que nous pouvons maintenant étudier, parce que nous avons un nombre d'exemples importants, et que nous savons maintenant que la question intéressante, elle porte évidemment sur force et faiblesse de ces mouvements. Il n'y a que l'être historique de ces mouvements et la sympathie qu'ils provoquent sont une donnée évidente, mais nous sommes maintenant en état, sur un certain nombre des plus importants de ces mouvements, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Or, nous voyons, je crois que nous pouvons dire que ces mouvements ont, dans l'ensemble, échoué à modifier fondamentalement la situation politique ou la situation étatique, et qu'il me semble que ça n'a pas été parce qu'ils étaient historiquement inconstitués, ils l'étaient, leur démocratie interne était véritable, leur nouveauté était incontestable, mais parce qu'il s'est passé, du point de vue de ces mouvements, quant à la politique. L'exemple de l'Égypte est évidemment saisissant de ce point de vue-là. Et il est saisissant parce que c'est le mouvement qui a été le plus complexe, le plus socialement complexe. Il n'a pas été du tout uniquement un mouvement de la jeunesse, il n'a même pas été le mouvement d'une seule religion, il a eu une mixité, un mélange social, religieux, de provenance, etc. Il a été très durable, et on pourrait imaginer qu'il a été au moins tactiquement victorieux, puisque le mot d'ordre qui cimentait les gens qui étaient présents au Caire et ailleurs, c'était Moubarak dégage, et que Moubarak a dégagé. Alors, il faut méditer sur la question de savoir pourquoi maintenant on a Al-Sisi, qui à certains égards est à la fois la même chose que Moubarak et même un peu pire. Comment ceci a-t-il pu arriver du point de vue de l'être interne de ce mouvement? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que la seule force politique disponible de l'intérieur du mouvement, la seule force qui était non seulement historique, c'est-à-dire événementielle, mais installée, greffée dans la situation, c'était les frères musulmans, et que ce sont eux qui ont ramassé la mise, de façon apparente, puisque on s'est rallié au processus électoral, parce qu'il fallait bien trancher la question de l'État, et le processus électoral a donné une majorité écrasante, notamment dans les milieux populaires, aux frères musulmans, et que les frères musulmans ne plaisaient pas non plus à une bonne partie des manifestants qui ont remanifesté contre les frères musulmans, ce qui a permis à l'armée d'intervenir et de reprendre le pouvoir. Donc, la leçon égyptienne, c'est que l'unification historique d'un mouvement ne signifie pas son unification politique. Elle ne suffit pas. Et elle ne suffit pas pourquoi? Parce que dans ce cas, et c'est très clair en Égypte, mais partout ailleurs, s'il n'y a pas d'unification politique du mouvement, mais seulement son unification concrète, historique, présente, vitale, pourrait-on dire, eh bien, ce qui les unifie peut strictement être négatif. Et ça, c'est très clair. Quand vous avez une configuration d'un mouvement qui, en réalité, n'est pas constitué politiquement, mais exclusivement historiquement, il est politiquement divisé,
qu'il le sache ou pas d'ailleurs, et il ne se met d'accord que sur du négatif. Parce que des gens qui ne sont pas d'accord, pas unifiés sur la création politique, sur son invention positive, eh bien, ils peuvent passer des accords, mais ce sera toujours des accords contre leur adversaire commun. C'est tout. Et donc, Moubarak dégage, c'était bien joli, sauf que les gens qui voulaient que Moubarak dégage n'avaient pas du tout la même représentation de ce que ça signifiait. Ils n'avaient pas, le contenu affirmatif de cette négation n'était pas partagé. Or, la politique commence quand même lorsque il y a une unification affirmative. Ça, c'est un point. Tant que vous avez une unité strictement négative, vous pouvez être dans une puissante unité historique, mais sur les questions à venir concernant l'État, la disposition de la société, le régime de propriété, etc., vous allez vous diviser, et parce que la négation ne peut rassembler que tactiquement, elle ne peut rassembler que le moment de son opération. Et on a très bien vu là, à ciel ouvert, en Égypte. Alors ça, c'est ce que je dirais la menace, enfin l'échec de l'historicité des mouvements à combler par elle-même le vide politique qui la constitue, ou la désunion politique qui le constitue, et c'est l'exemple manifeste de l'Égypte. L'autre exemple, qui est tout à fait différent, c'est qu'en réalité, faute d'une unification politique interne au mouvement, le mouvement va lui-même finalement revenir à la politique classique. C'est-à-dire il va se solder par le retour à la compétition politique telle qu'elle est organisée dans le tissu social. Et ça, c'est ce qui se passe en Grèce et en Espagne. Parce que Syriza et Podemos, ce sont des organisations parlementaires. Ce sont des organisations qui ont maintenant, pour Syriza, absolument fait la preuve, et pour Podemos, dont c'est le programme explicite, ce sont des organisations qui ont l'intention de prendre le pouvoir, et qui d'ailleurs le prennent, dans les conditions institutionnelles et étatiques dominantes, telles qu'elles sont. Ce sont donc, au fond, le mouvement est à ce moment-là cristallisé dans une sorte de relève des forces politiques existantes. J'ai proposé de dire qu'en réalité, ces mouvements attestent que l'échec et la compromission corrompue de la vieille social-démocratie est telle qu'on a besoin d'une social-démocratie nouvelle. Voilà. Et que dans l'expérience du mouvement historique, se crée quelque chose qui va s'intégrer en réalité au jeu dominant dans une espèce de rénovation de la capacité de sa gauche à se distinguer un peu de sa droite. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une visibilité de la fiction de l'opposition des politiques qui est trop grande et qui nuit au système. Et donc il faut qu'il y ait une relève du côté de quoi? Du côté de l'opposition parlementaire, voilà. Et on va avoir une opposition parlementaire un tout petit peu plus musclée, un tout petit peu plus solide sur ses revendications, etc., ce qui peut ne pas être mauvais d'ailleurs. Mais enfin, ce n'est pas du tout une mutation dans l'espace politique, c'est simplement une sorte de correction ou de rattrapage dans des conditions de corruption du parlementarisme qui, en Espagne et en Grèce, et en vérité en partie chez nous, avait atteint des proportions précédemment inconnues. Or, là, on peut en revenir à l'axiome que le parlementarisme, s'il est une fiction de politique, doit animer un peu sa fiction. Si la fiction est une pièce absolument jouée d'avance, où les personnages sont tous identiques, la fiction ne prend plus sur le public. Les gens ne viennent plus au spectacle. Ce qui veut dire qu'ils ne viennent plus voter. Alors ça, c'est embêtant, sauf à déclarer le vote obligatoire, ce qui est une tentation permanente, mais très difficile à organiser dans les pays qui n'en ont pas l'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que tout de même, il faut avoir présent à l'esprit, c'est le premier mouvement des choses, cette exemplarité significative de l'histoire des occupations de place du point de vue du rapport entre histoire et politique. Et du fait que
sous couvert de démocratie, on peut s'imaginer que l'unité négative du mouvement en tant que mouvement historique suffit à le constituer comme l'aube d'une rupture politique ou d'une rupture tout court. En réalité, le bilan des choses montre que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'historicité du mouvement achoppe, en réalité, soit sur le manque pur et simple d'unité politique, comme en Égypte ou aussi d'ailleurs aux États-Unis, soit sur le fait que l'unique débouché qui semble se présenter soit en réalité un retour dans la figure de l'État telle qu'elle est constituée sous un mot d'ordre qui, en réalité, est le mot d'ordre de rénovation de la démocratie. Autrement dit, rénovation de la fiction politique elle-même, en lui redonnant un peu de tension interne, de tension immanente, pour qu'elle puisse à nouveau fonctionner. Alors, c'est pour cadrer ce genre de questions, c'est-à-dire donner une espèce de cartographie générale dans laquelle évaluer réellement ce qui se passe et ce qui peut y être dit, que je vous ai, j'espère qu'on vous l'a donné effectivement, que je vous ai donné le schéma que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs de longue date. Parce que, voyez-vous, je pense que tout ça exige de tous les acteurs, quels qu'ils soient, tous les acteurs de ce qui se passe, les acteurs du mouvement, mais les acteurs spectateurs, et puis finalement n'importe qui, exige aujourd'hui une espèce de repérage cruel s'il le faut, c'est-à-dire indiquant quand même les limitations possibles de l'action, qui permettent de situer cette question si fondamentale aujourd'hui du rapport entre historicité active, c'est-à-dire mouvement réel, je n'en nie pas du tout le réel, mouvement réel d'un côté, et d'autre part, le futur de tout cela, du point de vue de l'historicité alors des politiques elles-mêmes, de la recréation de l'espace des politiques comme espace dialectique, dans des conditions qui, de part et d'autre, sont tentées en réalité de déclarer la fin de la politique. Déclarer la fin de la politique, soit sous la forme la plus évidente d'un côté de son absorption consensuelle dans l'économie, en réalité dans la gestion de l'économie, soit de l'autre côté dans la tentation de substituer à l'unité politique une unité historique, c'est-à-dire une unité de présence, une unité vitale, en faisant éventuellement l'économie, voire la critique de la construction des figures de l'unité politique ou du conflit des politiques. Voilà. Alors, l'hypothèse fondamentale de ce schéma, qui est lisible sur lui, c'est la suivante, c'est que la situation contemporaine, mais la situation mondiale contemporaine, depuis, en tout cas, à coup sûr, les années 80, depuis une trentaine d'années, qu'elle ne peut pas être comprise dans ses effets subjectifs à partir d'une contradiction unique. Voilà, ça c'est le point. Et je voudrais le montrer tout de suite à propos de ce que sont les propagandes politiques disponibles aujourd'hui à une échelle un peu vaste. Quelles sont les propagandes qui travaillent, si je puis dire, les subjectivités? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est raconté, proféré à échelle quasi planétaire sur la question de la politique, du pouvoir, de l'histoire, etc. Alors, je voudrais proposer de dire qu'il y a trois grandes propagandes disponibles. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler le camp occidental et impérial, c'est-à-dire le grand capitalisme mondialisé sous sa forme la plus avancée.
Ça, c'est son histoire, d'être la forme la plus avancée de la production économique, de son organisation, etc. Et alors, ce camp fait propagande sur le fait suivant. Il est, dit-il, le seul vrai représentant de ce qui est l'unique modernité politique, à savoir l'État représentatif démocratique, qui tire sa légitimité des élections libres. Donc ça, c'est le premier grand pan propagandiste dans lequel nous nous trouvons. Dans cette vision, le capitalisme est considéré comme naturel, finalement évident et irremplaçable, dit la propagande. Donc la question de l'organisation économique est en réalité réglée. C'est elle qui porte l'idée de la fin de l'histoire. L'organisation capitaliste serait telle qu'on n'en voit pas d'autre. Il n'en existe pas d'autre. C'est l'interprétation fondamentale de l'échec des États socialistes, de l'échec du communisme, etc. Donc il n'est pas question d'aller réellement, sauf pour des nuances, des bricoles, des modifications, des ajustements, contre cette unicité du dispositif économique dominant, de sorte que la contradiction principale devient étatique, c'est-à-dire en gros elle est entre dictature et démocratie, ou dans des formes affaiblies entre État autoritaire et État libre. Voilà. De ce point de vue, je remarque que ça nous ramène à peu près au débat politique de la fin du XVIIIe siècle. À savoir, finalement, le fond, le vrai débat politique mondial serait le débat entre despotisme et démocratie, ou despotisme et république, ou dictature et démocratie, ou pouvoir autoritaire et pouvoir libre, etc. Puisque l'arrière-plan, à savoir le capitalisme mondialisé, n'est pas modifiable. Il est le fond naturel, le fond économique naturel de toute disposition étatique ou politique. Ça, c'est la première vision. Alors, il y a une deuxième vision, une deuxième propagande, c'est la propagande d'un camp que j'appellerais réactif. C'est-à-dire qu'un camp qui en appelle à la tradition contre la modernité, et en particulier contre les formes jugées inacceptables de la modernité démocratique sous sa forme occidentale. Alors, ce camp réactif, il se réclame très souvent d'une identité, une identité ethnique ou religieuse ou nationale. Comme vous savez, ça peut être le christianisme, parce que c'est pas uniquement l'islam, ça peut être le christianisme, tout simplement comme dans la droite du Parti républicain aux États-Unis. Vous avez, malgré tout, des gens qui considèrent comme tout à fait naturel d'aller abattre avec de grands fusils les médecins qui pratiquent des avortements. Il faut rappeler ces choses-là, parce que sinon on a une vision unilatérale, il y aurait une mauvaise religion et puis des meilleures ou des moins mauvaises. Enfin non, lorsque vous réaccordez la vie collective sur des identités de cet ordre, les effets de violence sont inéluctables. Et la droite du Parti républicain aux États-Unis, ou de nombreuses figures de ce genre, comme en Pologne aujourd'hui, prônent une réaction absolue dans des figures qui appartiennent au christianisme. Ça peut être de l'islam, naturellement, comme en Turquie, en Iran, ou dans des bandes armées qui ravagent le Moyen-Orient. Ça peut être la singularité juive, comme en Israël. Ça peut être le nationalisme militariste rénové, comme au Japon, en Inde même, en Hongrie. Ça peut être un autoritarisme semi-religieux, comme dans la Russie de Poutine. Ah, vous voyez, tout ça, ça définit des particularités locales, mais l'essentiel, c'est que tous ces mouvements affirment, sans exception, la compatibilité de leur réaction traditionnelle avec le capitalisme dominant. Aucune de ces entreprises ne prétend échapper, dessiner une nouvelle voie sur le fond immuable du capitalisme historiquement dominant.
Ce sont au contraire des gens qui affirment la compatibilité entre un retour réactif aux traditions et une explosion inégalitaire et violente du capitalisme lui-même. Comme on le sait, l'extrême droite chrétienne aux États-Unis n'est nullement en train de prêcher le retour à une économie collective. Ce sont au contraire des partisans farouches et fanatiques de la propriété privée. Donc, c'est très intéressant de voir que ce deuxième courant, ce courant réactif et de retour aux traditions nationales, religieuses, ethniques, linguistiques, etc., etc., il faut bien voir que c'est un mouvement interne à l'admission comme organisation générale de l'économie, du capitalisme et de la propriété privée. Alors je propose de donner à cette tendance, parce qu'il faut toujours prendre ces tendances dans leur forme la plus concentrée, la plus radicale, je propose de donner à cette propagande le nom de fascisme. Pourquoi? Parce que si je vous propose ici une définition du fascisme, je pense que c'est raisonnable aujourd'hui d'appeler fascisme une vision antimoderniste acharnée, nostalgique de l'époque des nations, des religions, du conservatisme et aussi des États autoritaires, mais qui reste articulée, et même violemment articulée, au capitalisme lui-même. Alors, de même que dans le premier courant, toujours sur le même fond capitaliste, la contradiction principale devenait la contradiction entre démocratie et autoritarisme, démocratie et dictature, liberté de toutes les façons de vivre dans la société d'un côté et autoritarisme traditionnel de l'autre. Dans la version réactive traditionnaliste qui se développe aujourd'hui, comme vous le savez, qui est déjà très puissante, même en Europe, par exemple en Europe de l'Est, qui se développe à vive allure, on a le même fond, à savoir on ne met pas du tout en question le régime privatisé et l'organisation capitaliste du travail et de la production, mais la contradiction principale sur ce fond invariable est la contradiction entre les vicieuses libertés modernes et l'ordre traditionnel du point de vue sociétal, du point de vue de l'organisation de la vie des gens, c'est-à-dire entre le démocratisme sociétal et puis le culte de telle ou telle identité fermée. Voilà. Mais j'insiste sur le point que cette contradiction dont on nous parle tous les jours, et dont on fait propagande que c'est la contradiction principale du monde contemporain, avec mobilisation de la propagande anti-islamique, etc., etc., est une contradiction qui, en tout cas, se fait sur fond d'un accord fondamental qui est la maintenance, l'invariabilité, comme organisation économique naturelle, du capitalisme désormais mondialisé, avec d'ailleurs des luttes d'influence pour s'emparer de tel ou tel fragment de cette mondialisation. Alors on pourrait imaginer évidemment une troisième position. Je suis bien obligé de l'imaginer parce que c'est la mienne, ce soir. À savoir un camp militant, aujourd'hui existant, mais affaibli à échelle planétaire, soutenant que la contradiction principale demeure celle qui oppose, ou qui opposerait, ou qui doit opposer, mais qui oppose toujours dans des expériences locales représentables, qui oppose un mouvement d'émancipation collective, qui a été appelé communisme, que Marx appelait aussi la libre association, on peut lui donner plusieurs noms, qui oppose cela au capitalisme lui-même. Au capitalisme lui-même. Alors, en somme, nous avons trois contradictions qui sont déclarées officiellement principales par des États, des opinions publiques ou des groupes restreints. Il y en a deux sur fond de capitalisme assumé comme seule organisation naturelle de la production, des échanges et des sociétés, qui serait pour l'une la contradiction entre dictature et démocratie, ou entre autoritarisme et liberté moderne, et l'autre pour qui la contradiction principale serait entre modernité et tradition. Et puis il y en aurait une troisième qui s'en prendrait directement au capitalisme dominant, hein,
et qui affirmerait que la contradiction principale reste depuis 2 siècles celle qui oppose le capitalisme et la propriété privée au communisme et à la libre association collective dans la production. Alors, bon, j'appartiens à cette dernière orientation, mais je vous propose de travailler d'abord, avant d'en venir à la position, je propose de travailler la conjoncture contemporaine à partir de 2 contradictions et non d'une seule. Voilà, c'est quand même le point. C'est-à-dire de la travailler non pas seulement à partir d'une vision strictement marxiste selon laquelle il y aurait une contradiction de classe absolument dominante, ni non plus à partir des contradictions de type modernité-tradition, le capitalisme étant considéré comme naturellement inévitable, mais je pense qu'il faut prendre en compte, pour l'instant, pour décrire, pour avoir une cartographie de la situation du monde contemporain, de ce qui s'y passe, et donc aussi des événements dont nous sommes les acteurs ou les témoins, qu'il faut penser l'enchevêtrement des 2 contradictions. À savoir, ma thèse, c'est que les événements contemporains dans le monde montrent que la conscience des gens, la conscience des masses en général, et singulièrement chez nous, dans la fraction qu'on appelle les classes moyennes, voilà, il se passe ceci, qui je crois est très important. C'est que la contradiction entre modernité et tradition, opère finalement contre la contradiction entre capitalisme et émancipation. C'est-à-dire qu'elle la recouvre et, en un certain sens, en annule finalement la pertinence. Que dès lors que la contradiction entre modernité et tradition, c'est-à-dire ce que notre président Hollande appelle la défense de nos valeurs, parce que c'est ça, la défense de nos valeurs, c'est la défense des libertés républicaines et démocratiques contre la sauvagerie de la tradition. Quand on dit cela, on déclare qu'il faut, pour cela, ne tenir plus aucun compte de la vieille contradiction entre capitalisme et émancipation. C'est ça le programme de modernisation de la conscience de gauche. C'est ça qui est visible sur la tête même de Valls. Il va être terrible sur la contradiction entre modernité et tradition. Là, ça va saigner. Par contre, quand il rencontre les patrons, c'est très aimable. Ça ne saigne pas du tout. Il est vraiment, là, on voit que cette contradiction-là, on peut l'harmoniser, on peut la régler. Hein, c'est une question de bonne volonté. En plus, qui n'est pas libéral? Il n'y a que les méchants qui ne sont pas libéraux. Et alors, ceci a des effets planétaires, parce que, du coup, apparaît à échelle d'ensemble ce que j'appellerais le désir d'Occident. Le désir d'Occident comme seul recours contre la tradition. Et du coup, le mouvement dans son ensemble, quel que soit le mouvement qui se passe aujourd'hui dans le monde, il est exposé à travers cette fascination pour la modernité, c'est-à-dire pour la contradiction modernité-tradition. À cause de cette fascination, tout mouvement est exposé finalement à une captation au service des intérêts du capitalisme mondialisé, à partir d'une disparition, d'un effacement, d'une relativisation de la contradiction précisément qui opposerait frontalement un processus d'émancipation à ce capitalisme mondialisé. C'est en ce sens que je dis qu'aujourd'hui, on le voit concrètement partout, la vivacité subjective de la contradiction entre modernité et tradition
qui en réalité se pare du nom de défense des valeurs démocratiques un peu partout, et finalement de défense du libéralisme lui-même, fonctionne comme une occultation subjective de l'autre contradiction, de la contradiction fondamentale entre émancipation et capitalisme mondialisé, créant partout une sorte de subjectivité de désir d'Occident qui est en réalité un désir de modernité. Comme si la contradiction principale étant entre modernité et tradition, fuir la tradition du côté de la modernité était le mouvement subjectif fondamental de l'époque contemporaine. Alors c'est à partir de là que je voudrais commenter le schéma, enfin commenter brièvement le schéma. Alors bon, on y retrouve, vous le voyez, on y retrouve le complexe des deux contradictions enchevêtrées, celle qui oppose la modernité à l'univers traditionnel sur l'axe vertical, hein, et celle qui opposerait le capitalisme au communisme. Si le mot communisme continue à vous gêner, mettez politique d'émancipation, politique nouvelle. Bon, de toute façon, tout ce qui cristalliserait la nécessité d'en finir avec l'ordre inégalitaire, oppressif et scandaleux imposé à l'humanité tout entière par la propriété privée. Bon. Donc, ce sont les deux axes. Et alors, je dirais qu'au centre, au croisement de ces deux axes, qu'est-ce que vous avez? Bien, au fond, il y a ce que j'appellerais l'équivoque des subjectivités contemporaines. C'est-à-dire les subjectivités qui sont tiraillées entre quatre déterminations, et non pas seulement deux. Alors, quelles sont ces quatre déterminations? Et je crois que c'est ce mélange des quatre déterminations qui constitue vraiment la subjectivité propre des contemporains. Alors, premièrement, elles ne sont pas dans un ordre hiérarchique, je les donne. Premièrement, la tentation identitaire des traditions, qui subsiste très fortement. Alors ici, parlons d'ici, ici, être français, les valeurs de la France. Voilà. Les valeurs de la France et puis la présence chez nous de gens qui ne les respectent pas, des tranches d'étrangers. Ça, c'est l'élément identitaire qui caractérise toujours la tradition. La tradition, c'est toujours la volonté de préserver, de multiplier, de répéter une identité. Alors évidemment, vous en trouverez 1000 autres exemples dans la situation contemporaine. Deuxièmement, la fascination pour la modernité. Deuxième subjectivité possible. Alors ici, chez nous, ce sera la marchandise, l'argent, le tourisme, la liberté des mœurs, etc. Le régime démocratique. C'est aussi un élément subjectif fort. Troisièmement, l'allégeance dominante au capitalisme, comme unique voie quant à l'organisation des sociétés. Ce que j'appellerais le capitalisme subjectivement naturel, devenu en un certain sens comme une seconde nature de tous les sujets. À force qu'on les ait convaincus que rien d'autre n'était possible. Donc il ne faut pas sous-estimer ce point. On peut être formellement, ou dans les déclarations anticapitalistes, est profondément pénétré en fait de la conviction que rien d'autre n'est possible et que c'est là-dedans qu'il faut se mouvoir. Et puis quatrièmement, l'émancipation, le communisme, tout ce que vous voulez, comme valeur absolue, à la fois pensée et rêvée, et finalement terminée, passée, finie. Donc c'est ça, il y a une espèce de quadrangle qui est représenté ici dans le schéma, dont je pense qu'il tourbillonne comme ça dans les subjectivités contemporaines, avec des variabilités d'accent qui dépendent des conjonctures. Et ce qui arrive aux gens, tout simplement. Mais je pense que tentation identitaire, fascination pour la modernité, caractère naturel du capitalisme et caractère rêvé, passé de l'émancipation, qui continue à exister aussi comme subjectivité,
Des gens qui diraient le monde n'est pas bon, il faudrait qu'il soit autrement, etc. Il y en a aussi, c'est un ingrédient aussi. Voilà ce qui constitue la représentation cinétique, si je puis dire, des subjectivités d'aujourd'hui. Alors maintenant, en tournant autour du schéma dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, à la périphérie du schéma, on trouve d'abord le monopole que le capitalisme a conquis quant au désir de modernité. Ça, je crois que c'est un point fondamental aujourd'hui. Le capitalisme est en état de se présenter comme l'unique support possible de la modernité contemporaine, de l'invention, de la transformation, mais aussi de la liberté, des libertés nouvelles, des mœurs nouvelles, etc. L'élément générique du capitalisme est le seul à se présenter comme porteur de cette modernité. Et donc vous avez un axe qui va du capitalisme vers la modernité et que j'appelle l'Occident, comme tout le monde, finalement. Ça, c'est l'Occident. Et le désir d'Occident, c'est le désir de cette orientation. C'était un désir qui en réalité fusionne quelque part capitalisme et modernité et qui fait de modernité l'alibi majeur du capitalisme lui-même, avec l'injonction que si c'est pas ça, alors ça va être la terrible identité traditionnelle qui va reprendre le dessus. Donc ça, c'est le premier côté. Alors, ensuite, en continuant dans le même sens, vous avez un axe entre capitalisme et tradition, parce qu'il y a de nombreuses tentatives contemporaines pour corréler le capitalisme à des motifs identitaires, religieux, nationaux, familialistes ou autres. Et je l'appelle le fascisme, comme je vous ai dit, puisque je pense que la définition la plus générique du fascisme, c'est justement cette corrélation paradoxale en apparence, mais qui se supporte, qui peut exister entre capitalisme et tradition, et qui s'oppose à la corrélation entre capitalisme et modernité. Et alors, le capitalisme tolère cette tentative. Dans l'histoire, le capitalisme a toujours toléré le fascisme, en réalité. Il y a eu des conflits entre les démocraties et le fascisme, mais le capitalisme en tant que tel a pu servir d'arrière-fond, et sert aujourd'hui d'arrière-fond, à de nombreux États parfaitement autoritaires, parfaitement despotiques. Donc le capitalisme peut s'accommoder de cette relation, en particulier quand il est menacé par autre chose. Quand il est menacé par autre chose. Et c'est pourquoi le fascisme peut être à la fois un adversaire apparent de la démocratie libérale, mais aussi dans la reconnaissance que l'arrière-plan est le même. De là qu'en réalité, la contradiction historique entre fascisme et démocratie a été en réalité stratégiquement moindre que la relation antagonique constitutive entre capitalisme et communisme. Alors ensuite, on tourne et on trouve, je propose de définir un axe particulier qui corrélerait communisme et tradition et qui a été finalement incarné par les États socialistes. Ces États, il faut s'en souvenir, les États socialistes du XXe siècle, ces États et les partis communistes qui s'en réclamaient ont garanti la stabilité de leur pouvoir non capitaliste, de fait. Ils avaient quand même brisé le monopole de la propriété privée et ils l'ont en partie conservé en termes d'opinion par une méfiance à l'égard de toute modernité, en dehors de la leur propre. C'était une création moderne. Je voudrais quand même insister sur ce point. Briser le monopole sociétal de la propriété privée ne s'était jamais vu pendant des millénaires d'histoire. Ce qui s'est passé là, qui pour l'instant a échoué, ce qui s'est passé là dans ces pays comme la Russie, la Chine, c'était une innovation historique sans précédent, une rupture historique sans précédent. Parce que la totalité des figures de l'organisation sociétale depuis des millénaires reposait sur le monopole de la propriété privée et la constitution d'une classe de propriétaires comme étant la classe naturelle dirigeante de tous les États concernés.
et aussi à travers des modes de production qui étaient très différents. Et donc, ce qui s'est passé, on ne va pas faire l'histoire détaillée de ça, mais ce qui s'est passé, c'est que cette transformation sans précédent, qui a créé dans le monde des îlots d'organisation sociale échappant au caractère naturel du capitalisme et de la propriété privée, se sont en réalité cramponnés largement en termes d'opinion, en termes de subjectivité, à des éléments de tradition, par méfiance notamment de la corrélation entre capitalisme et modernité, du monopole que le capitalisme prétendait sur la modernité. Et alors, finalement, ils se sont lancés dans, y compris ici, le Parti communiste, il y avait hostilité affichée à la législation de l'avortement, il y avait une homophobie circulante, il y avait le réalisme-socialisme comme couverture du conservatisme formel, en réalité, dans l'ordre de l'art. La famille a été maintenue et encouragée, et puis même à la fin des fins, l'identité nationale est revenue. Comme disait Aragon, mon parti m'a rendu les couleurs de la France. C'est un beau vers. Et on peut soupçonner, dans certains cas, même racial. Il y a eu des traces d'antisémitisme dans les États socialistes, et il y a eu aussi, dans les partis communistes, des traces importantes de mépris colonial envers les peuples dominés. Donc tout ça a rattaché quand même les États socialistes à un socle traditionnel qui les a empêchés en fait de déployer quoi ? De déployer une nouvelle modernité, de déployer quelque chose de concurrentiel au capitalisme, non seulement dans les méthodes de production, la technologie, les inventions objectives, productives, mais aussi plus généralement dans une vision du monde, une construction des subjectivités, un système de valeurs qui aurait été différent, mais tout aussi moderne et en un certain sens créant une définition spécifique de la liberté qui aurait été capable de rivaliser avec ce que le capitalisme proposait dans son ordre propre et qui est devenu aujourd'hui la figure du désir d'Occident à échelle de la planète entière. Alors, c'est ça le point. Le point, c'est que, en réalité, dans l'enchevêtrement des contradictions principales, celles qui opposeraient au capitalisme mondialisé aujourd'hui une stratégie de construction et de visibilité d'une forme différente, totalement différente d'organisation sociale, qui l'arracherait en quelque sorte au règne despotique de la propriété privée, il faut que cela, quand ça existe, ça soit pris dans l'élément générique d'une modernité qui s'affronte à la modernité capitaliste et qui est en état, subjectivement et objectivement, de rivaliser avec elle et de montrer une capacité créatrice elle-même à échelle du monde entier. Alors, c'est ça qui a été une des raisons majeures de l'échec, et en un certain sens, le primat de l'État, c'est-à-dire la conviction que finalement, pour protéger les acquis, c'est-à-dire finalement pour protéger la propriété collective, étatisée, c'est-à-dire pour protéger l'élément anticapitaliste en son sens le plus matériel, le plus formel, il fallait d'une part nécessairement un État autoritaire dépolitisant en réalité la société, c'est-à-dire une suprématie absolue de l'État, exclusive de toute manifestation de politique subjective, et qu'il fallait aussi, au fond, organiser des lambeaux de tradition à défaut d'une véritable modernité nouvelle, alors que cette modernité a été recherchée en Russie de façon très active dans les années 20 encore. Les années 20 sont encore en Russie des grandes années d'inventions de toutes sortes et de propositions communistes absolument nouvelles. Et il y a eu ensuite une espèce de réaction, de crispation, qui a été à la fois étatique et finalement subjectivement traditionnaliste. Alors c'est pourquoi le quatrième côté, celui qui est en pointillé, hélas, ce serait l'invention d'une nouvelle politique, une nouvelle vérité politique, qui assumerait d'un côté la contradiction principale
entre communisme et capitalisme, mais qui, d'autre part, instituerait et développerait une nouvelle modernité. Voilà. Et c'est à ça, à mon sens, que, quelles que soient les figures de mouvement auxquelles nous participons ou dont nous pouvons témoigner, c'est à cela qu'il faut, à la fin des fins, travailler. C'est à ça qu'il faut veiller, c'est-à-dire quelque chose qui est simultanément une nouvelle politique qui peut s'inscrire dans les inventions historiques ou les mobilisations historiques, mais aussi quelque chose qui porte, qui fait exister une modernité concurrentielle, parce que, on peut le dire de façon un peu violente, ce qu'il faut briser aujourd'hui, c'est le désir d'Occident. C'est le désir d'Occident. Tant que le désir d'Occident travaillera en réalité à échelle mondiale, y compris ceux qui sont les victimes, la masse énorme des victimes du capitalisme mondialisé. Rappelons tout de même un seul chiffre, si vous voulez, sur l'état réel du monde aujourd'hui. Comme vous savez, c'est une statistique tout à fait récente. On sait qu'aujourd'hui, 264 personnes possèdent l'équivalent de 3 milliards d'autres. C'est des chiffres sans précédent dans l'histoire. Aucune monarchie absolue n'est parvenue à des écarts de cet ordre. Alors, on peut s'en accommoder comme si c'était naturel. Enfin, quand même, on peut avoir quelques doutes que ce soit absolument nécessaire pour faire marcher l'économie mondiale que 264 personnes possèdent autant que 3 milliards d'autres, même. C'est pas sûr. On a peut-être le droit de penser que c'est pathologique, quand même. On a peut-être le droit de penser que c'est pas naturel en un sens particulièrement écologique, vous voyez. Donc, c'est quand même une monstruosité, et je suis quelquefois personnellement étonné de l'apathie, en fait, générale devant cette monstruosité. C'est plutôt ça le problème. Alors, pourquoi il y a cette apathie? Parce que finalement, les gens pensent qu'en fin de compte, oui, d'accord, ça, c'est pas formidable, mais c'est la condition quand même, à la fin des fins, de ma liberté personnelle, de faire que ceci, que cela, du fait que je suis pas trop mal, voilà. Et puis du fait que finalement, là où je suis, c'est pire ailleurs. Et c'est si pire ailleurs que ceux qui sont ailleurs veulent venir ici, il faut le dire. Parce que l'affaire des réfugiés, tout ça, ce n'est qu'un épisode dans une affaire beaucoup plus vaste, qui est que le désir d'Occident travaille la terre entière, pour des raisons qui sont tout simplement que, comme on sait, aujourd'hui, 50% des gens n'ont rien. Il y en a 264 qui ont presque tout, mais il y en a 50% qui n'ont rien. Et alors les gens qui n'ont rien, et à qui on explique en général que c'est leur faute, c'est l'explication la plus courte et la plus répandue. Ils ne travaillent pas assez, ils sont pas montés dans le char de l'histoire comme il fallait, tout ça. Alors ceux-là, il y a toujours un moment où, pour des raisons très concrètes, très précises, parce qu'ils ont des enfants, des familles, etc., ils s'en vont pour là où le désir les mène. Hein. C'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, bon. Et ils arrivent. Alors, bien sûr, quand il y a des guerres civiles, que vous avez des bandes armées à vos portes, avec des tortionnaires partout et des bombardements par-dessus le marché, ça accélère le mouvement. Ça, c'est très vrai. Mais vous savez très bien que depuis des décennies et des décennies, il est venu de façon continue des ouvriers d'origine africaine dans notre pays. C'est pas depuis 2 ans, c'est pas depuis 3 ans. S'il y a aujourd'hui 6 millions de musulmans dans notre pays, c'est parce qu'ils y sont venus. C'est pas parce qu'il y a eu une génération spontanée de musulmans. Ils sont venus et ils sont venus pour survivre. Ils sont pas venus non plus pour survivre, articulés et dominés par le désir d'Occident, puisqu'on leur raconte que c'est ça l'élément naturel de l'existence des sociétés productives. Vous comprenez? Alors, finalement, si on leur dit ça, ça veut dire qu'eux, ils sont hors nature, en fait, et ils sont pas au bon endroit. Là où ils sont, c'est pas comme ça. Là où ils sont, on peut pas vraiment vivre. Alors on peut dire c'est la faute de leur gouvernement, etc. Bon, quand on regarde de près, on voit comment ça se passe. Ce sont des zones de pillage organisées de longue date, avec des gouvernements corrompus payés par les Occidentaux pour continuer que le pillage puisse continuer tranquille. Et les gens qui sont là-dedans sont des gens qui n'ont pas de possibilité de s'installer, de vivre.
Alors, voilà, et le schéma indique aussi tout ça. Et il indique que si on ne bâtit pas, si on ne construit pas, d'une manière ou d'une autre, le quatrième côté, de façon sensible, c'est-à-dire si on ne crée pas un désir autre que le désir d'Occident, et rival du désir d'Occident, et ça serait un désir rival du désir d'Occident, ça veut dire la création d'une politique qui soit expressément destinée à mettre fin à la monstruosité du capitalisme mondialisé, eh bien, ce quatrième côté ne pourra pas fonctionner, il n'existera pas, et il y aura une pathologie. Il y aura une pathologie planétaire que nous pouvons constater aujourd'hui à d'innombrables symptômes de plus en plus graves. Dans les deux formes caractéristiques de ce symptôme, la première, c'est l'apparition de plus en plus étendue de forces fascisantes, y compris dans certains des États apparemment raisonnables de l'Europe occidentale, d'un côté, et puis la deuxième chose, c'est de gigantesques migrations de population avec des gens qui cherchent désespérément à aller là où on leur dit qu'on peut vivre, partant d'un endroit où on ne le peut pas. Et ça crée petit à petit les conditions de la guerre. Et donc, c'est dans ce maelstrom historique que nous pouvons nous situer. Et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment, sincèrement, qu'un mouvement, quel qu'il soit, qui est une bonne chose, parce que malgré tout, le mouvement exprime toujours une inquiétude, en tout cas, ou une exaspération sur certains aspects de la situation présente, encore que souvent on peut y discerner aussi des traces très importantes du désir d'Occident, c'est-à-dire du désir que ça soit encore mieux, là où on est, hein. Et avec quand même une solidarité minimale avec la vision planétaire des choses, parce que les ennuis qui sont les nôtres sont encore loin de valoir ceux de gens qui sont prêts à à monter dans des barcasses avec une chance sur deux de se noyer uniquement pour aller ailleurs. Donc, il faut penser à eux. Il faut penser à eux parce que c'est la bonne façon de penser à nous. Sinon, on est engagé soi-même dans une espèce de pathologie générale de l'inégalité créatrice de mort. Voilà. Alors, je pense que, finalement, tout ça pour dire que l'appréciation que nous pouvons porter sur une figure de mouvement, quelle qu'elle soit, elle doit se faire à partir d'un désir et par conséquent d'une pensée qui soit hostile ou expressément dégagée du désir d'Occident. Et donc il faut une idée stratégique. Il faut une idée stratégique qui va nous servir d'évaluation, comme c'est le but de toute idée, qui va nous servir d'évaluation de ce qui se passe concrètement de la façon suivante. Est-ce que ce que nous disons dans cette idée stratégique se trouve conforté, consolidé, ou pas du tout par ce qui se passe? Et qu'il faut avoir le mouvement, mais il faut avoir aussi une idée que je dirais de méta-mouvement. C'est-à-dire une idée interne au mouvement qui lui donne la capacité de juger de ce qu'il est historiquement. Et il ne faut pas simplement avoir les idées du mouvement, il faut avoir les idées de ses idées. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement soit situable par ses acteurs eux-mêmes dans la situation que nous venons de décrire et qu'il puisse y repérer sa place, ses objectifs, ses tentations négatives, dans quelle mesure est-il réellement dégagé ou pas par rapport au désir d'Occident, etc. Alors, cette idée stratégique, je pense qu'on peut la ramener à 4 points programmatiques, voilà, bien classiques, mais qui constituent des opérateurs de jugement. Ce n'est pas simplement des espérances concernant le futur, ce sont des opérateurs pour évaluer la portée réelle, la portée stratégique réelle de ce qu'on est en train de faire et de penser. Alors, c'est simplement l'affirmation de 4 possibilités. 4 points, c'est-à-dire sous la forme de 4 possibilités.
Alors évidemment, c'est des possibilités dont le désir d'Occident se constitue en déclarant que c'est impossible, justement. Donc nous tombons sur cette maxime que j'ai souvent développée sous une forme ou sous une autre. Une politique réelle, c'est toujours une politique qui décide elle-même de ce qui est possible ou impossible. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans un consensus avec l'adversaire sur ce qui est possible et impossible. Parce que vous comprenez bien que la domination, ça consiste fondamentalement à déclarer ce qui est possible et ce qui est impossible, et à convaincre les gens qu'il en va bien ainsi. Alors évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est, voilà, le capitalisme, c'est la seule chose possible. Et alors, vous avez vu le communisme, vous avez vu Staline, vous avez vu les camps, vous avez vu tout ça. Bon, ça, c'est des annexes argumentatives, mais en réalité, l'idée, c'est que le capitalisme, c'est la seule figure naturelle et rationnelle d'organisation de la société. Et la politique, ça commence lorsque vous n'acceptez pas que la distinction entre le possible et l'impossible soit en partage avec votre adversaire. Vous affirmez que vous n'avez pas la même loi d'évaluation de ce qui est possible et impossible que celle que la propagande dominante tente d'imposer. C'est un geste de dégagement qui est absolument fondamental. C'est-à-dire, nous ne partageons pas avec les 264 personnes qui possèdent la moitié de la Terre, nous ne partageons pas probablement la même conviction quant à ce qui est possible et impossible. Parce qu'eux, ils considèrent qu'ils sont la possibilité elle-même. Ils sont même si bons que, comme vous savez, on fait souvent propagande pour ces gens-là en disant « Oui, mais c'est eux qui donnent du travail. » Merci, messieurs. Merci, messieurs. Les donateurs de travail de cette espèce, peut-être qu'on peut s'en passer. Si pour donner du travail, il faut commencer à être l'équivalent de 3 milliards de personnes qui, elles, n'ont rien et probablement pas de travail non plus, c'est quand même un paradoxe. Alors, donc 4 possibilités. Ces possibilités, nous pouvons tester dans un mouvement réel, dans un conflit, nous pouvons tester si elles sont vivantes, ces possibilités, dans ce qui se passe, ou si elles ne le sont pas. Même si elles sont vivantes à une échelle très petite, c'est autre chose. Mais ce sont des critères d'évaluation. Alors, voilà ces 4 possibilités. Premièrement, il est possible d'organiser la vie collective autour d'autre chose que la propriété privée et le profit. Voilà. Il faut revenir quand même à l'énoncé crucial de Marx, qui, dans le manifeste, déclare à un moment donné que tout ce qu'il raconte se ramène à un seul point, abolition de la propriété privée. Cette idée était déjà présente d'ailleurs depuis longtemps, puisqu'on la trouve à un certain niveau chez Platon. Elle a animé vraiment tout le XIXe siècle, toute la pensée émancipatrice du XIXe siècle. Elle est assez largement oubliée aujourd'hui, et il faut la ressusciter à tout prix. Voilà. Autrement dit, le capitalisme n'est pas et ne doit pas être la fin de l'histoire. Voilà. C'est pour ça que je dis, il est possible. Alors, après, comment, etc., quel bilan, c'est autre chose. Deuxièmement, il est possible d'organiser la production autour d'autre chose que la spécialisation et la division du travail. En particulier, il n'y a aucune raison que se maintienne la séparation entre le travail intellectuel et le travail manuel, ou entre les tâches de direction et les tâches d'exécution. Il n'y a aucune rationalité qui nous prescrive qu'il est impossible d'entrer dans l'ère de ce que Marx appelait le travailleur polymorphe. Il n'y a aucune raison de considérer comme définitivement rationnel qu'un Africain soit en train de creuser un trou dans la rue pendant qu'un autre donne des ordres à des tâcherons. C'est pathologique. C'est pathologique. C'est plus profond que la notion comptable d'égalité. C'est en réalité l'idée que les divisions qui organisent le travail lui-même sont des divisions mortifères.
Et troisièmement, il est possible d'organiser la vie collective sans se fonder sur des ensembles identitaires fermés, comme les nations, les langues, les religions, les coutumes. Et la politique, en particulier, peut unir l'humanité tout entière hors de ces références. Alors, toutes ces différences doivent et peuvent exister. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles doivent disparaître, que tout le monde doit parler la même langue, etc., etc. Toutes les différences peuvent et doivent exister de façon féconde, mais à l'échelle politique de l'humanité tout entière. Voilà. Et de ce point de vue-là, l'avenir est un internationalisme complet. Et il faut affirmer que la politique peut et doit exister de façon transversale aux identités de ce type. Et qu'il n'est pas vrai que les collectifs humains doivent politiquement s'organiser de façon nécessaire sur la base de ce type d'identité. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire qu'elles ne doivent pas exister, mais elles doivent coexister. Et elles ne doivent pas fonder des principes de séparation. Et enfin, quatrièmement, il est possible de faire peu à peu disparaître l'État comme puissance séparée, ayant le monopole de la violence, police et armée. Autrement dit, la libre association des humains et la rationalité qu'ils partagent peuvent et doivent remplacer la loi et la contrainte. Alors, pour faire court, abolition de la propriété privée, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va nationaliser votre chapeau ou vos souliers, bon. Non, mais ça, c'est ce qu'on fait croire dès qu'on met ça en avant. Ah là là, on va vous prendre votre canapé, là. Non, évidemment, ça concerne les grandes fonctions qui doivent relever de façon pertinente du bien public, et en particulier les grands ensembles de production, les grands ensembles commerciaux, les grands ensembles bancaires, etc. Deuxièmement, fin de la division du travail. Ça, c'est un point très important. Il est très, très occulté aussi aujourd'hui. C'était un point auquel Marx tenait de façon profonde. Il faut entrer dans l'ère du travailleur polymorphe. Et en particulier, la fin de l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel est une tâche majeure. On n'y est pas du tout habitué à ça, comme les tâches de direction et les tâches d'exécution. Ensuite, la politique doit être la politique de l'humanité tout entière. L'internationalisme doit être une réalité effective à tous les niveaux. Et puis, dépérissement de l'État. Voilà. Alors, il me semble... Alors ça, vous voyez, ce n'est pas exactement la donation d'un programme. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Oui, ça paraît programmatique, mais ce n'est pas la description d'une société à venir qui surgirait, on ne sait pas trop comment. Ce sont des principes d'évaluation de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe là a une relation avec l'un de ces 4 points, lequel et dans quelles conditions? Et si aucun de ces points n'est convoqué d'aucune façon, eh bien, on jugera que ce qui se passe, en tout cas, n'est pas dans la direction stratégique générale nécessaire pour qu'une politique nouvelle soit créée. Je voudrais d'ailleurs dire que si on voit les mouvements, le mouvement des places, alors là en le prenant dans son ensemble, non pas simplement Nuit debout, mais de l'Égypte à aujourd'hui, l'Égypte, la Turquie, l'Espagne, la Grèce, Wall Street, etc. Je pense que l'idée était de traiter directement, et un peu fantasmatiquement, de traiter directement le point 4 en réalité. C'est-à-dire, c'était
c'était l'idée qu'on allait construire tout de suite, là, quelque chose comme un mode d'existence collective, soustrait à toute autorité séparée. C'est-à-dire, c'était l'idée qu'on allait construire, là, sur place, une autorité immanente. L'autorité du collectif sur le collectif, mais pas d'autorité qui se représenterait dans la figure de la séparation. Alors, c'est l'idée bien connue de l'horizontalité. Hein. Le mouvement se représente dans une figure horizontale. La méfiance et la suspicion à l'égard de l'émergence de dirigeants, l'idée que ça ne doit pas être hiérarchique, et finalement l'idée que c'est ça la démocratie absolue, la démocratie véritable. Mais je crois que du coup ça isole le point 4, ça l'isole expérimentalement. C'est comme si on expérimentait localement une espèce de disparition en partie magique de l'État dans une horizontalité localisée qui ne considère pas finalement, ni n'a aucune prise d'ailleurs sur les autres points. C'est comme si, et alors du coup, ça produit l'effet étrange que en réalité, cette disparition de l'État dans une horizontalité locale sépare cette horizontalité locale du reste. C'est une expérience qui elle-même est séparée. Au lieu de... Alors après, il y a toujours l'idée, bon, ben, on va l'étendre. Oui, mais l'étendre, pour l'étendre, il faut d'autres propositions, il faut s'adresser à d'autres gens. Il faut donc entrer d'une manière ou d'une autre dans une expérience qui va relever des trois autres points d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça tout le problème. Et c'est ça qui fait que démocratie est un terme insuffisant. Parce que démocratie, par lui-même, ne dit pas, effectivement, qu'il faut s'en prendre à la propriété privée. C'est pour ça que là, tout le monde les 264 qui possèdent tout, c'est certainement, peut-être pas pour tous, mais enfin, il y a un bon nombre d'excellents démocrates là-dedans. Il doit y avoir les milliardaires chinois, eux, la démocratie, ça les intéresse pas beaucoup. Les Occidentaux, c'est sûrement d'excellents démocrates. Parce qu'effectivement, on peut soutenir que les républicains qui ont fait le coup d'État de Thermidor contre Robespierre, c'était leur idée principale. C'est-à-dire qu'on allait montrer que le seul homme véritablement blanc libre, c'est le propriétaire. Ça a été quasiment inscrit dans la Constitution après le renversement de Robespierre. Les Thermidoriens, ils étaient absolument convaincus que celui qui n'a pas de propriété, il a déjà d'une existence douteuse, et en vérité, il faut surtout se méfier de lui. Parce qu'il pensait que l'homme est mauvais, et que s'il n'a pas de propriété, il en veut. Et qu'à ce moment-là, il va la voler. Et que donc, il ne faut pas lui donner de pouvoir à ce gars-là. Donc c'est pour vous dire, l'idée démocratique, fut-elle poussée à son comble d'une légitime et intéressante expérimentation dans l'échelle du mouvement d'occupation des places, de son autogestion interne, etc., est aussi une séparation de cette idée d'avec les trois autres. Et cette séparation d'avec les trois autres, c'est en réalité une séparation d'avec la société tout entière. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte de façon flagrante. Et ils n'ont pas vu qu'en réalité, l'écrasante majorité des gens, si on leur demandait de voter, ils avaient voté pour les frères musulmans. Ils n'allaient pas voter pour la continuation indéfinie de la démocratie des places. Parce qu'ils savaient parfaitement que ça, c'était une fiction. Qu'un jour ou l'autre, il faudrait rentrer à la maison. Et alors, à la maison, on allait retrouver quoi ? On allait retrouver la maison, hein, comme elle est, avec son propriétaire, qui vient vous réclamer le loyer. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça montre quand même qu'il y a une solidarité des quatre points. Il y a une solidarité. Au fond, si vous voulez, si moi je tentais de redonner un peu quelques forces au mot communisme, je dirais le communisme, c'est la solidarité des 4 points du programme. C'est le nom de la solidarité de ces quatre hypothèses. C'est le nom du fait que
vous ne pouvez pas être vraiment démocrate si vous ne mettez pas fin aux inégalités monstrueuses que le capitalisme engendre à partir du droit de propriété et de la logique de la concentration du capital, mais vous ne pouvez pas l'être non plus si vous maintenez en réalité la distinction à l'intérieur de l'organisation du travail entre les cadres et les pas cadres, les ouvriers et les techniciens, etc. Et vous ne pouvez pas l'être non plus si vous continuez à vous prévaloir d'une identité du type les valeurs de la France, etc., ou d'une identité religieuse concernant la tradition islamique, etc. Donc il y a une solidarité et un mouvement des 4 points dont je pense qu'il constitue véritablement la matrice d'évaluation de tout ce qui se passe. Alors, voilà, je vais conclure, c'est-à-dire la politique nouvelle, si elle peut être engendrée par l'historicité des mouvements, je la définirais par la mobilité des 4 points fondamentaux, finalement. Par le fait que les 4 points fondamentaux circulent de façon mobile dans la subjectivité, dans la situation, et qu'on peut toujours mesurer sur quel point l'accent doit être mis, la corrélation des différents points, enfin, le mouvement général dans les subjectivités agissantes des 4 points programmatiques, des 4 points fondamentaux. Et la politique nouvelle, c'est la mobilité de ces points, et c'est au fond leur présence comme instrument d'évaluation, et donc leur introduction nécessaire, partout où il y a des mouvements populaires, des formes neuves d'organisation. Et au fond, la circulation concrète des 4 points, elle va se cristalliser dans quoi? Eh bien, dans les mots d'ordre du mouvement. À la fin des fins, les mots d'ordre du mouvement, quel que soit ce mouvement, il va se présenter, si c'est un vrai mot d'ordre pour la politique nouvelle, pour la politique d'émancipation, comme un point de cristallisation des 4 points fondamentaux. Et ça donne, ça, une nécessité absolue, c'est de dépasser les mots d'ordre strictement négatifs. Parce que, encore une fois, je le redis, les mots d'ordre strictement négatifs ne peuvent pas organiser le système de circulation des 4 points programmatiques essentiels de l'émancipation anticapitaliste. Et donc, le mouvement va être toujours jugé à la fin des fins sur quelle a été sa proposition ou ses propositions affirmatives dans la situation concrète qui était la sienne. Et si vous dites simplement abat la loi sur le code de travail, vous êtes mort d'avance. Peut-être que vous mourrez avec la loi elle-même, mais vous n'irez pas plus loin. Vous n'irez pas plus loin. Et donc, tout mouvement est jugé en définitive sur ce qu'il, non pas tant sur ce qu'il est, que sur ce qu'il dit. Parce que les mouvements, du point de vue de leur être, ils sont presque toujours pareils. C'est-à-dire, ça fait... Je suis persuadé que la structure interne des mouvements n'a guère changé depuis l'Antiquité grecque. Enfin, un mouvement, c'est toujours, on se rassemble, on occupe un lieu, on est très content, on fait la cuisine, on tient des assemblées générales, tout le monde a le droit à la parole, etc., etc., etc. Il ne faut pas nous présenter ça quand même comme une innovation sensationnelle. Non, non. C'est la loi des mouvements de masse. Et elle est excellente, franchement. Elle est excellente. Mais elle ne traite pas la situation à proprement parler. Elle traite sa situation. C'est-à-dire elle traite sa configuration interne, légitime. Mais en définitive, son inscription réelle dans l'histoire va dépendre de ce que, ceci étant, qu'est-ce qui est dit. C'est pour ça qu'il y a aussi des mouvements d'extrême droite. Il y a aussi des mouvements d'extrême droite, et qui ont des caractéristiques voisines, hélas. Même le grand mouvement contre le mariage pour tous. Il y avait des jeunes, là, ils étaient rassemblés, ils étaient contents, et ils affrontaient la police avec vigueur, hein, etc. Et pourquoi dire? Pour dire des saloperies. Donc on les a jugés là-dessus.
On n'a pas dit, ah ben ça c'est un beau mouvement de masse, en plus ils se battent contre les flics, etc. etc. Non, on n'a pas dit ça. On a dit c'est des cochons. Et alors, c'est pour vous dire que l'être formel du mouvement de masse est un invariant de la démonstration historique d'un groupe déterminé. Si un groupe déterminé veut faire valoir son existence, ben il va prendre les formes qui sont celles du mouvement de masse, mais ce qui va le qualifier en tant que tel, du point de vue de sa position exacte dans le diagramme que vous avez, c'est pas la forme de ce qu'il fait, c'est à la fin des fins ce qu'il déclare. Ce qu'il déclare et qu'il déclare affirmativement. Parce que quand on déclare négativement, on peut toujours peut-être être allié avec des gens qui ont les mêmes négations que vous, hein, et qui ne valent pas grand-chose. Par contre, les affirmations, ça divise. Ça, c'est sûr. Et donc, l'affirmatif va être la clé de ce qu'un mouvement signifie. Et donc, finalement, nous devons viser, c'est inéluctable, ça, à la construction d'une modernité politique qui sera aussi sociale, productive, travailleuse, intellectuelle, artistique, technologique, qui sera capable de rivaliser avec le monopole contemporain, inégalitaire, mortifère et guerrier de la modernité capitaliste. Voilà, et alors, je vais conclure par la poésie, comme toujours. Parce que, finalement, c'est un nouveau souffle, ça. Ce qu'il y a d'intéressant quand apparaissent des mouvements comme ça, c'est pas tellement ce qu'ils sont et ce qu'ils disent, parce que ça, c'est une étape provisoire, importante mais provisoire. C'est finalement le souffle. Ça commence à... C'est ce que les gens disent, ça bouge. Voilà, ça bouge. Et alors, c'est bien que ça bouge, parce que sans que ça bouge pas, c'est un peu mort. Et alors, ça bouge, c'est quoi? Ça dit quoi? Ça dit le souffle. Ça dit pas vraiment... Bon, c'est infrapolitique. Ça bouge. C'est infrapolitique, mais c'est quelque chose qui, en même temps, rend possible, peut-être, qu'un certain nombre des points, les points fondamentaux commencent à se mouvoir, à circuler. Et alors, je voudrais conclure par une grande métaphore poétique de ce souffle lui-même, de cette présence en souffle de la modernité possible, de la modernité nouvelle, et je le trouve dans le poème Génie de Rimbaud, dans les Illuminations, que je vais vous lire pour finir. Alors, chaque fois, le poème Génie de Rimbaud est une énigme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le génie, hein, finalement. Parce que d'un bout à l'autre du poème, il dit il, vous allez voir. Alors je vous prie, chaque fois que vous entendez il, d'entendre politique nouvelle ou communisme à votre choix. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Ça me plaît spécialement. Et nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne, sa promesse sonne, arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages et ces âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas. Il ne redescendra pas d'un ciel.
Il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ces souffles, ces têtes, ces courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers, son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce, croisé de violences nouvelles. Sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense. Son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Notez bien, hein, aujourd'hui, quand on entend ça, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Le poète va loin. Ô lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Ô monde, et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regard en regard, force et sentiment là, le héler et le voir et le renvoyer, et sous ces marées et du haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Alors je voudrais terminer par 3 ponctuations de ce texte extraordinaire. Extraordinaire. D'abord, Rimbaud, vous le voyez, attribue au génie, et nous attribuerons donc à la politique nouvelle, au communisme, 2 attributs contradictoires. C'est ça que je retiens. Il est, nous dit-il, ce génie, le charme des lieux fuyants, d'un côté, et le délice surhumain des stations. Donc, vous voyez, le fuyant est ce qui est la station. Alors je pense que c'est bien ce que doit être le repérage dont je vous parlais, des points d'appui de la politique et de son œuvre dans les mouvements locaux ou plus vastes. Ça se donne dans des singularités presque insaisissables. Il faut être très attentif pour discerner la présence des motifs réels dans une situation. Mais ça procède aussi d'une construction solide de ce qui est le plus fortement établi. Charme des lieux fuyants, délice surhumain des stations. Et je pense qu'il ne faut jamais sacrifier l'un à l'autre. Il ne faut pas sacrifier le nomadisme des lieux fuyants, si vous voulez, le côté mouvement, le côté passage de tout ça, à l'immobilité des pouvoirs. Ça, certainement pas. Mais il ne faut pas non plus sacrifier la nécessité d'une vision stratégique, solide, installée, partagée à l'opportunisme des circonstances. Et c'est ce que dit ce texte. Deuxièmement, Rimbaud nous dit aussi que la politique, la vraie, doit assurer la sortie réelle du monde dominant. Elle ne doit pas s'y installer. Elle ne doit pas se contenter indéfiniment de le critiquer de l'intérieur, d'en être mécontente, de faire des soulèvements contre lui, etc. Il faut en sortir. Il faudra bien organiser la sortie du capitalisme. Je dis sa sortie, je dirais plus volontiers sa sortie que son renversement. Il faut sortir de là. Il faut que nous sortions de là. Alors, au fond, tout comme pour Platon, la philosophie, c'est la sortie de la caverne du semblant. Il faut sortir. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, le motif n'est pas celui du renversement, c'est celui de la sortie. Et cette sortie, ça implique 2 choses. L'accueil positif de l'événement, ce qui autorise l'espoir d'une nouveauté, en brisant les lois de la domination. Ça, c'est la première chose. Rimbaud la nomme magnifiquement. C'est ce qu'il appelle le brisement de la grâce nouvelle. Ça, le brisement de la grâce nouvelle, c'est ça. C'est accueillir positivement ce qui se passe comme une occasion de sortie, et pas simplement comme une occasion de piétinement. Et puis, une fois sorti, il y a l'invention active, il y a le travail des conséquences les plus lointaines de l'événement, celles qui anéantiront alors l'ordre ancien,
qui, une fois la sortie opérée, se retournera vers lui pour dire « c'est fini, c'est passé ». Et Rimbaud le nomme cette fois « violence nouvelle ». Mais violence nouvelle, il faut les prendre ensemble. Une violence n'est acceptable que si elle est nouvelle, justement. C'est-à-dire si, en un certain sens, elle n'est pas violence au sens établi du terme, mais qu'elle est invention et création. Et enfin, il nous indique, troisième point, que cette nouveauté politique, il faut à la fois la vouloir, l'affirmer, l'appeler, mais il faut aussi la voir où elle se trouve. Il faut avoir l'œil exercé pour savoir où dans le mouvement, dans quelle partie du mouvement, dans quel mot d'ordre, dans quelle action se situe vraiment le point décisif. C'est-à-dire voir où est le chemin que notre pensée emprunte, doit emprunter. Et puis enfin, il faut en parler aux autres. Ça, c'est fondamental. Il faut le renvoyer aux autres avec l'enthousiasme nécessaire. Alors, il faut, nous dit Rimbaud, voilà, dans cet élément neuf, historique, où peut se construire la nouvelle politique, il faut le héler, donc l'appeler, le vouloir, le voir, le percevoir dans son chemin caché et le renvoyer, c'est-à-dire le léguer à tous les autres. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va conclure avec Rimbaud finalement. Sachons tous, parce que c'est possible, avoir du génie. Avoir du génie, c'est-à-dire cette nouvelle politique qui va venir, la politique d'émancipation qui va venir, qui viendra, qui est là même, mais peut-être pas encore assez ailée, assez vue, assez renvoyée, ben, sachons ça, sachons la héler, la voir et la renvoyer à la terre entière, auquel en ce moment ce génie manque cruellement. Voilà, merci. Merci à vous tous.